Oyez Triton et Trinité divinatoire, Susano s'occupe de vos soucis et soumet le sombre serpent. Une source d'inspiration? Ça c'est sûr. Cette semaine, je vous recommande un animé datant de la préhistoire, une légende de la Japanimation malheureusement méconnue en France qui a sûrement, mais discrètement laissé son empreinte. Wanpaku Oji no Orochi Taiji, ou Susano contre Orochi. Oh, c'est pas le vrai titre officiel, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, tu vas rien faire. Un long métrage d'animation japonais de la Toei sorti en 1963, soit l'un des premiers films de la Japanimation dans la continuité du Serpent Blanc. L'histoire adapte le mythe de Susano. Fils de la déesse Izanami, il vivait heureux avec son moment et les nantis Nanimo jusqu'à ce qu'il apprenne que sa mère s'en va vers un aller simple sans retour au royaume des défunts. Il a pas très bien pris. T'es un bébé cadom. Ainsi débute son voyage pour retrouver sa mère dans le royaume des morts. Armé de son courage et de son sang chaud, le voilà prêt aux péripéties, à l'aventure et aux rencontres avec le panthéon japonais. Le film est loin d'avoir un format narratif linéaire. C'est à la fois sa qualité et son défaut. Ça raconte plus ou moins fidèlement des épisodes mythologiques. D'un coup, Susano affronte l'esprit d'un volcan, puis s'en va foutre le boxon au royaume céleste de sa sœur Amaterasu parce qu'il est une tête de mule sans éducation. Aucun des deux événements ne sont réellement liés. Et il en va de même de l'affrontement avec le dragon à 8 têtes mentionné dans le titre, qui est presque aux abonnés absent. Le Yamata no Orochi n'apparaît qu'au dernier quart du film comme une quête annexe, aucunement liée à la quête de Susano pour retrouver sa mère. Et quoi qu'on en dise, Orochi mérite bien sa place dans le titre vu l'ampleur du spectacle. C'est du big climax des familles où chaque tête a droit à sa séquence de combat dans les airs et dans les montagnes. C'est épique et très impressionnant pour l'époque, et ça vaut aussi pour le reste du film. Tout est prétexte à mettre à l'image des lieux et des formes et situations diversifiées pour jouir un maximum de la DA du film. Que ce soit ses voyages, ses combats, le caractère hyperactif et impulsif du héros, tout sert à complémenter son approche stylistique. Une forteresse de glace, une danse tribale, une bagarre contre du feu, ça donne une impression de grandeur, d'une aventure homérique. Le cadre et les paysages sont d'autant plus contemplatifs que les personnages sont représentés de manière miniature et minimaliste, qui permet à Susano contre Orochi des fulgurances visuelles qui ne ressemblent en rien à ce qu'on a l'habitude de voir en animation japonaise. Outre que Susano contre Orochi prédate la manière de faire des animés tels qu'on les connaît, si le film est resté dans les mémoires, c'est avant tout pour son approche artistique. Des personnages aux proportions réduites, aux aplats de couleurs, et des designs qui travaillent les formes sans volume. Un mélange entre les sculptures Aniwa, les estampes traditionnelles, et le style satirique contemporain qu'on retrouvait en Europe de l'Est. Un style qui a été maintes fois répliqué par la suite, dans Samurai Jack, les productions du studio Cartoon Saloon, mais surtout The Legend of Zelda de Wind Waker, dont l'inspiration dépasse le style en surface. On pourrait croire à une adaptation du film en jeu vidéo, car Link et Susano naviguent sur la même barque. D'ailleurs, l'un des artistes attitrés de Nintendo, Yoichi Kotabe, était un animateur sur ce film, et certaines de ses marques de fabrique font écho au parti pris de Susano contre Orochi, proportions miniatures et à plate couleur. Wanpaku Oji no Orochi Taiji a enfanté une partie de l'univers graphique de Nintendo. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au village Goron lorsque Susano arrive au pays du feu. Et si on regarde de près l'arbre généalogique, surtout la carrière d'Isao Takahata, on remarque que Susano contre Orochi est aussi un film proto-Ghibli, et même proto-animés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors ce n'est pas le premier film d'animation japonais. Ce titre revient à Momotaro, le divin soldat, que je ne vous recommande que si vous êtes très curieux de découvrir à quoi ressemble un film fait par un mec de gauche obligé, après la torture, de faire la propagande de l'armée impériale japonaise. Mais ce n'est pas si important. Ce qu'il y a de plus important arrive 10 ans plus tard. À partir de l'occupation américaine du Japon d'après-guerre, les premières productions empruntaient beaucoup du modèle à la Disney. Les premiers essais viennent de la Toei Animation, un studio aujourd'hui synonyme de plan fixe sur Dragon Ball et de résultats inégaux aux animations chewing-gum sur One Piece et Pretty Cure. En 1956 sort Le Serpent Blanc au cinéma, premier long métrage d'animation en couleur japonais, adaptant un récit traditionnel chinois, montrant une volonté de mettre à l'image le folklore régional pour contrebalancer celui d'Europe maintes fois repris par Disney. À partir de ce film, d'autres ont été produits. La première rupture sera Susano contre Orochi, pour ses partis pris visuels cinglants qui scissonnent radicalement avec les canons de Disney. Même si les décors peuvent rappeler ceux de Evin Earl dans La Belle au bois dormant, Susano s'affirme encore plus dans le pictural en rendant abstrait le principe de profondeur.
Quelques années plus tard, c'est Horus, Prince du Soleil, qui reprend cette approche du chara design, et dont le staff sera constitué d'à peu près tous les futurs gros bonnets d'animation, dont un certain Hayao Miyazaki. Les films d'animation de la Toei de l'époque ont éduqué les futurs projets des artistes de Ghibli. Yasuo Otsuka, le mentor de ces artistes, était un animateur clé important sur Susanoo contre Orochi. La même année, en 63, Osamu Tezuka et Mitsuteru Yokoyama adaptent leur manga pour le petit écran, démocratisant un style de production qu'on associe toujours à l'animation japonaise. Favoriser l'expression de dessins fixes, où seules des parties spécifiques du corps sont en mouvement, et plus souvent seulement la bouche. La manière la plus simple d'économiser du dessin par seconde. Il faut se dire qu'il y a eu une sorte de tournant de la rigueur animée mondiale. Avec la démocratisation de la télévision à la fin des années 50, même les Américains se sont mis à faire des productions plus cheapos avec les fameux décors qui bouclent à l'infini dans Les Fous du Volant. Sauf que la façon à la Tezuka, c'est encore plus économe et super rapide et moins bien payé et en noir et blanc et un audio de patate et avec plein d'épisodes. Susanoo contre Orochi est né pendant cet entre-deux des balbutiements de l'animation japonaise moderne. Ce qui fait que lorsqu'on le voit, le film n'a pas pris une ride et donne une impression étrange de ne pas regarder un animé. Mais remis dans son contexte, il faut s'imaginer dans les bottes de l'occidental de l'époque qui sort de Merlin l'Enchanteur, et voit ce héros mythologique complètement ravagé qui se castagne avec tout ce qui bouge. Déjà, le film ne ressemble à rien d'autre de visu, mais propose aussi de l'action plus violente, plus crue que les contes féeriques tout propres et acceptables pour la bonne société protestante américaine. Bref, avec Susanoo contre Orochi, c'est la naissance des animés. Et les animés, c'est vachement plus cool que les dessins animés de bébés qui sont faits dans le reste du monde. Wanpaku Oji no Orochi Taiji est isolé dans le temps. Un cas de branchement dans l'animation qui, même si c'était sur des partis pris qui paraissent dérisoires, a prouvé qu'on pouvait raconter autrement pour le grand public. Je ne pense pas qu'on aurait eu les chefs-d'œuvre de Cartoon Saloon si Susanoo contre Orochi n'avait pas fait ses preuves. Par là, je ne veux pas remettre en question la qualité des dessins animés des décennies précédentes qui étaient un âge d'or pour l'animation, de la créativité des cartoons de Fletcher, de l'expressivité des personnages cultes de la Warner, des meilleures productions de Disney qui ont eu tellement d'influence que tout le monde les copiait jusqu'en Union soviétique. Il faut néanmoins avouer, ça tournait sur certains acquis. Souvent avec des personnages anthropomorphes qu'on retrouve en parcimonie dans Susanoo contre Orochi, tellement l'animation était indissociable d'animaux aux grands yeux qui parlent. L'animation de cet âge d'or est tellement identifiable qu'on en sort un style rétro bien défini, imité à diverses reprises. Susanoo est certes isolé dans le temps, mais pas dans l'espace. Les premiers films de la Toei ont été doublés et diffusés aux États-Unis dès leur sortie, camouflant au passage leurs origines japonaises avant même l'arrivée de Speed Racer sur leurs écrans. Bien que ça n'ait jamais décollé, une partie des animateurs ont commencé par être fascinés par la scène japonaise, sans pour autant savoir l'écho que ça aurait par la suite. Au Japon, les partis pris ont payé. Que ce soit les bizarreries colorées et miniatures de Masaki Yuasa, la série des World Masterpiece Meigeki, les expériences animées de Rintaro, l'univers merveilleux de Ghibli, ou encore cet animé qui se permet de sortir du lot. Tout ça peut être retracé à Susanoo contre Orochi, et il suffit de le voir pour mieux comprendre les animés. C'est l'animé qui a appris aux animés ce qu'il y a de mieux dans les animés. L'opportunité, le courage et l'ambition de voir et de faire les choses autrement. D'utiliser le format de l'animation 2D et même des jeux vidéo pour mettre à l'image des mondes et des ambiances qui vous dépaysent d'un titre à l'autre. Et quant à moi, je suis toujours prêt à faire partie du voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager et tutti quanti, tu connais la chanson. Si dans ton immense beauté tu viendrais à me soutenir financièrement à hauteur d'1€ sur Tipeee, je te serai infiniment redevable. Plus vous êtes nombreux à mettre le moins que vous pouvez, plus je suis content. Je remercie haut les cœurs mes tipeurs sans qui rien ne serait possible. Inouféfé, Arnaud le Mystérieux, Fake, Mewen, Lord Onyx, Leji, HKPK, Ozone, Keikoku la Luciole, Artak, Cyril, Lily, Moldy the Dry, Nightmare, Raymond le Squeletton, The Solid Red Fox, Elgazdar, Ashton, Bolognaise, gros fan de Nekoark, Chaiful, Pepe Mixi, Sirion, Akhenatonte, Calistia, Nilox, Koya, Raitsutsu, le chat japonais, Wasted 180, Melake et Cocodoug. Sur ce, je tire ma révérence jusqu'à la prochaine et je vous dis à très bientôt. La bise! Entrez dans la légende de Zelda. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Sauvez la princesse. La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo.